Est-ce que tu pourrais nous donner en fait une définition de ce qu'est la mémoire? Alors la mémoire, c'est assez facile à définir et ça correspond bien à ce que le public entend, c'est retenir, conserver des choses. Alors dans la problématique actuelle, on est très lié aux sciences de l'informatique, de la cybernétique. La mémoire regroupe l'ensemble des phénomènes à la fois psychologiques et biologiques qui permettent de coder l'information, parce qu'il faut déjà la représenter, la transformer, la stocker et la récupérer, parce que c'est pas le tout de stocker des informations, mais évidemment il faut les retrouver, c'est ce qu'on appelle les souvenirs. Et combien il y a de mémoire en fait au juste? Parce qu'on sait qu'il n'y en a pas. On parle de la mémoire, mais on sait qu'il y a plusieurs formes de mémoire en fait. Alors déjà, bon, ça dépend des options théoriques. Pendant longtemps, on a pensé qu'il n'y avait qu'une seule mémoire. Je crois que c'est le premier, c'est le neurologue français Charcot, qui a eu l'idée, en fonction de lésions dans différentes parties du cerveau, qu'il y avait des mémoires spécialisées. Et puis là, toujours après la guerre, dans l'optique du traitement de l'information, venu de la cybernétique, de l'informatique, on pense un peu comme dans l'ordinateur qu'il y a des modules, des sous-mémoires qui codent l'information de façon spéciale, par exemple visuelle, par exemple auditive, par exemple sémantique. Alors les comptabiliser, je pense que ça serait très, très complexe. C'est-à-dire que, bon, moi j'ai l'habitude de faire un modèle où il y a trois niveaux essentiels pour la vie de tous les jours et pour la pédagogie. Il y a le niveau sensoriel, où on a des mémoires qui, chez les gens, chez monsieur tout le monde, durent très peu de temps. Par exemple, la mémoire visuelle photographique, entre guillemets, qu'on appelle iconique, elle dure un quart de seconde. La mémoire auditive, elle durerait 2 secondes et demie. La mémoire olfactive, on ne peut pas mesurer encore, mais on voit bien quand je choisis des parfums que ça dure très peu de temps, ça doit être inférieur à la seconde. Au-dessus, on a des mémoires symboliques que n'ont pas les animaux, qui codent l'information en mots et en images. Alors, pour les mots eux-mêmes, on a la mémoire lexicale, et puis on a une mémoire encore plus abstraite, là c'est le troisième niveau, la mémoire sémantique. Mais on a aussi une mémoire procédurale pour l'action, et puis on peut subdiviser de manière très, très détaillée. Par exemple, les mémoires visuelles, on a vu la mémoire sensorielle visuelle, mais on sait qu'il y a une mémoire visuelle pour les formes, on sait qu'il y a une mémoire visuelle-spatiale, il y a une mémoire imagée. Des Anglais ont beaucoup travaillé là-dessus, on a une mémoire des visages. Donc si on voulait raffiner, on aboutirait à pas mal de mémoire. Alors d'autres chercheurs au contraire mettent l'accent sur l'interactivité, et certains aiment moins cette division en modules, en sous-systèmes. Mais je pense qu'en neurologie par exemple, on découvre qu'il y a des emplacements, des lieux régionaux, c'est pas toujours très précis, puis parfois il y a des emplacements qui sont en mosaïque, c'est-à-dire qui utilisent plusieurs sous-mémoires en même temps, mais d'une façon générale, c'est assez localisé. Quand on parle de mémoire visuelle, c'est du langage courant ou Complètement, c'est du langage courant. Ouais. Parce que dans le langage courant, et ça vient un petit peu justement de la théorie de Charcot, il y a l'idée qu'on a une mémoire photographique. C'est-à-dire je te regarde, je vois derrière des dossiers, et si je ferme les yeux, je serai capable de redessiner, de dire la couleur des dossiers. Alors des expériences précises montrent que ça dure qu'un quart de seconde. Alors après, en fait, nous avons une mémoire visuelle et une mémoire imagée, mais qui est très abstraite, c'est-à-dire on retient des lignes, on retient des objets, mais ce n'est pas l'objet très précis qu'on a vu. Par exemple, des gens vont dire oui, il y avait une chemise rouge, une chemise verte, mais ils ne sont pas capables de la mettre au même endroit. D'accord. Alors, d'ailleurs, je peux te faire une petite démonstration si tu veux. Dans mes conférences et parfois quand je suis interviewé par des journalistes, là je montre cette petite phrase, le temps de la lire. D'accord. Bon.
Alors après, je demande aux gens qu'est-ce qu'ils ont lu. Rien à faire de courir, il faut Voilà. partir à point. Et si on demande quelle est la couleur qu'avait chaque lettre, Ah ouais, les gens s'aperçoivent qu'ils n'ont pas de mémoire au sens photographique. exact. Alors certains me disent, ah ben on nous avait pas prévenu qu'il fallait retenir, etc. Je refais l'expérience et puis ils sont incapables. Donc, ils arriveront peut-être à isoler quelques lettres. Hein. Alors oui, voilà, c'est ça. Il existe bien une mémoire sensorielle visuelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui se focaliserait sur les 3 premières lettres pourrait rappeler les 3 premières lettres avec la bonne couleur. D'accord. Mais on est incapable de voir toutes les couleurs. Et alors, ça c'est dû au fait, premièrement, que notre mémoire sensorielle dure très peu de temps, un quart de seconde, mais dû aussi à un deuxième fait qui est physiologique, c'est la structure de la rétine. On voit grâce à une rétine qui est un appareil numérique de 130 millions de pixels, pour simplifier, mais qui est très inégalement répartie. C'est comme si l'appareil photographique permettait de voir avec très grande précision au centre, mais en dégradé, en flou, au fur et à mesure où on va vers la périphérie. Alors là aussi, on peut faire un petit test, c'est-à-dire que je présente, par exemple, tu regardes la direction de mon doigt, et tout en fixant mon doigt, je présente un texte, le titre d'un livre, le titre d'un article, et je demande aux personnes, est-ce que tu peux voir? Ben non. Hein, on peut pas voir. Et on s'aperçoit qu'il faut être vraiment en face pour être capable de lire l'article ou le titre du livre, qui est en gros caractère. Alors là encore, des expériences de laboratoire montrent que notre vision précise ne porte que sur 2 ou 4 degrés d'angle. Ah oui. Alors par rapport à un angle 90, 2 degrés d'angle, c'est vraiment très, très petit. Le cerveau s'en tire parce qu'il ordonne aux yeux de bouger sans arrêt. Il y a 3 prises de vue par seconde et le cerveau reconstitue tout et nous donne l'impression d'avoir un panorama visuel, mais c'est une construction complète. Alors, ça n'a rien à voir avec la mémoire, mais ça me pense un petit peu au principe de la lecture rapide. Là, voilà, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ouais. Sauf si on tombe sur un individu qui a des performances particulières. Ouais. Mais c'est complètement faux parce que Ouais. l'œil à chaque fois ne peut voir qu'une toute partie. Donc chez l'adulte par exemple, il y a 3 prises de vue par seconde, qu'on appelle des saccades oculaires, et à chaque point d'arrêt, qu'on appelle une fixation, ça dure à peu près un quart de seconde. Le fameux un quart de seconde de tout à l'heure. Chez l'enfant c'est un peu plus long, il y a 300 millièmes de seconde. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit 4 lettres quoi. Et donc des études, quand j'étais à Paris, il y avait un laboratoire, une équipe spécialisée dans le même laboratoire que le mien, sur les mouvements oculaires, et ils ont montré très clairement, comme des chercheurs américains, que l'œil saute sans arrêt, fait des retours en arrière, et c'est le cerveau qui reconstitue tout ça. Alors en fait, on s'aperçoit que chez l'enfant c'est plus long, chaque fixation est plus longue, il y a beaucoup plus de retours en arrière, et pourtant ses yeux sont plus neufs, ses muscles sont plus véloces que ceux d'une personne de 50, 60, 70 ans. Et pourtant, c'est la personne de 60, 70 ans qui va lire plus vite. Pourquoi? En fait, ça dépend de la mémoire, de la richesse en vocabulaire. D'accord, d'accord. Et des chercheurs américains ont montré que plus le texte est difficile et contient de mots nouveaux ou complexes, et plus il y a de retours en arrière. Bien sûr. Donc le mythe de la lecture rapide, c'est un mythe. C'est un mythe, c'est-à-dire, je ne dirais pas que c'est des charlatans, c'est-à-dire que j'ai bien connu d'ailleurs un défenseur en France des méthodes de lecture rapide, c'était François Richaudot. Oui. Il se basait sur le fait scientifique qu'il y a des saccades et des mouvements oculaires. Mais ils avaient l'illusion, et là on entre dans le commercial, l'illusion que par l'entraînement on pouvait élargir le champ fovéal. Comme c'est une donnée physiologique, c'est dû à un câblage des neurones de la rétine, c'est impossible à modifier. Impossible à modifier. Et la deuxième illusion, c'était l'idée que on va entraîner à voir moins de saccades, moins de retours en arrière. Effectivement, on peut le faire, mais avec un coût attentionnel plus grand, c'est-à-dire qu'il faut se concentrer de manière énorme.
Et puis en général, les tests montrent qu'il y a une baisse de mémoire. C'est-à-dire on lit plus vite, mais C'est ça. on retient moins. Bah oui. Parce que justement, c'est le cerveau qui Ça a trouve. besoin de ce temps pour Ah bah voilà.